bonjour à toi Daniela. Là, si tu connais un certain groupe nantais, tu es sûrement en train d'esquisser un sourire. Sinon, ne cherche surtout pas. De toute façon, c'est bien trop vulgaire. Avant de commencer, on rappelle la base. Si tu as n'importe quoi de mieux à faire de plus constructif là, maintenant, que de regarder une vidéo sur YouTube, au revoir. Comme toujours, meilleur conseil que tu entendras sur cette plateforme. Toujours là, hein? Bon ben on va y aller alors, hein. Si je vous dis qu'il existe un lien entre notre phénomène d'attention, la danse et l'humour, vous me croyez? Bon, en vrai, oui, parce que sinon je ne poserai pas la question. Bien joué, champion. Mais voyez-vous lequel? Pourtant, il en existe bel et bien un. Un qui remonte à la nuit des temps biologiques. Un qui permet de découvrir la clé de l'attention des autres. Et ça peut parfois être utile. Dans cette vidéo, je vais discuter avec vous des deux fonctions les plus essentielles de notre cerveau, à travers une émanation conjointe de ces deux-là, ô combien importante dans nos vies, l'humour et son acolyte, le rire. L'humour, une qualité dont on nous dit même qu'elle serait le propre de l'homme, et vous le savez bien, quand ça concerne notre nombril, c'est que ça doit être vraiment important. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es vraiment marré, où tu t'es vraiment poilé avec quelqu'un. Tu t'en rappelles là? C'est un truc avouable? Assumable? Ou pas? Bon, la réponse est le plus souvent ou pas, je te rassure. Autre cas de figure, rappelle-toi de la dernière fois où tu as trouvé qu'un soi-disant trait d'humour n'avait rien de drôle. Ça concernait quel sujet ou qui? Autre chose, même si ce n'est pas un souvenir sur lequel on aime revenir, y a-t-il eu un moment où tu as senti que, sous le couvert de l'humour, tu étais en réalité dénigré? Personnellement, j'ai des exemples pour les trois. Et toi? Je sens que ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'en poster en commentaire maintenant. À la lumière de ce qui va suivre, ça pourrait être un point de départ pour échanger par la suite, qui serait vraiment bienvenu. Je vais en mettre un moi-même. Vu que ma dignité personnelle est morte depuis quelque chose comme 2012, ça sera pas trop grave. Et puis, il y a toujours le site VDM qui permet de se rassurer si besoin. Un VDM, je rajeunis pas moi. Bien des gens pensent que dire qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, suffit à avoir fait le tour de la question, de la réflexion à mener autour de l'humour. Et si cette maxime est plus profonde qu'il n'y paraît, comme c'est clairement le cas avec de nombreuses productions de Desproges, le plus souvent, on ne fait qu'en gratter la surface et on s'en contente très bien. Franchement, ça fait bien illusion en société, dès qu'il y a un petit sujet qui tourne autour de ça, on ressort cette phrase, tout le monde est d'accord et c'est réglé. C'est une terrible erreur de se contenter de ça. Comprendre l'origine de l'humour, cibler précisément son intérêt, éclaire les relations sociales, révèle des amitiés, des inimitiés aussi, qui seraient restées invisibles sans cela. Et je crois qu'il serait fort dommage de vous en priver. Le cercle de nos collègues et de nos amis se voit alors sous un jour neuf, et ça c'est intéressant. Je l'ai dit, pour aborder cette question de l'humour, qu'ici nous allons entamer avec celle conjointe à l'attention, il faut étudier un phénomène cérébral qui trouve son origine dans la nuit des temps biologiques, et dont le rire s'avère être une émanation imprévue. Cette question a d'ailleurs été traitée plus en détail dans ma vidéo précédente, qui concernait les dangers de l'introspection, et que tu pourras aller voir après si tu ne l'as pas déjà vue. Je ne vais donc pas m'appesantir ici dessus, mais je vais tout de même en résumer la conclusion dont j'ai besoin. Notre cerveau doit dire les rythmes du monde, repérer les récurrences. C'est là l'une de ces deux fonctions majeures, avec une autre qu'on va voir un petit peu après, porter, supporter notre identité. Il doit avant tout pouvoir anticiper. Cette connexion au futur des probables, au champ des possibles, à travers le complément de séquences partielles, l'humain y est particulièrement doué. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres espèces douées dans ce domaine aussi, comme les corneilles, pourquoi pas par exemple, ou ChatGPT. En réalité, même pour quelque chose comme votre champ de vision, vous avez un point aveugle qui provient de l'implantation de votre nerf optique, et ce pour chacun de vos deux yeux. Si généralement ils se compensent mutuellement, cela devient impossible dès lors que vous fermez un œil. Pourtant, quand vous le faites, vous n'avez aucune conscience de cette tâche aveugle. Eh bien, c'est le cas pour de très nombreuses choses. Votre cerveau complète le monde en utilisant son sens logique, associé aux données parcellaires avec lesquelles il compose constamment, et vous donne l'impression d'une continuité. Mais ce n'est là qu'une impression. Tapez expérience de Marriott sur votre moteur de recherche préféré, et réalisez cette expérience vous-même, pour être convaincu de cela dans vos tripes. Je vous l'assure, vous rendre compte que vous êtes partiellement aveugle, c'est quelque chose. Alors revenez à la vidéo après, on les connaît les dédales du net. Notre champ des perceptions, même quand celles-ci se font penser abstraites, est constellé de trouées. Mais nous en sommes inconscients et, la plupart du temps, le complément que propose notre cerveau permet de composer avec ça sans conséquence, et à moindre coût cognitif.
C'est pourquoi le chemin évolutif que nous avons suivi a vu la sélection de ceux-ci préférentiellement. Bon, pour que ma sauce de départ soit complète, je dois y ajouter cet ingrédient-là. Nous aimons raffiner ce que nous connaissons déjà. Si vous aimez un style de musique donné, et après en avoir écouté bon nombre de morceaux dans votre vie, vous savez anticiper certains patterns à venir, certaines récurrences. Mieux, vous aimez vous rapprocher de morceaux similaires, mais néanmoins nouveaux. Cela vous permet d'affûter l'algorithme associé de manière inconsciente. C'est pourquoi la nostalgie est utilisée comme un moteur puissant actuellement pour faire tourner notre société de consommation. Ça ne vous aura pas échappé, on fait du jeune avec du vieux de plus en plus. On modifie certains ingrédients, on en décale certains, on en garde d'autres tels quels, et on espère une adhésion. Il existe un mot pour tout cela, un mot essentiel dans cette vidéo. On parle de syncope. On décale suffisamment pour exciter la fonction d'anticipation du cerveau, mais pas trop, pour ne pas qu'il ne puisse se rattacher à rien. Pour illustrer cela, je vais prendre un exemple commun, celui de la musique et de la danse. Si un métronome, c'est trop monotone, trop facilement anticipable, donc chiant, et très vite sans intérêt, un chaos, une cacophonie, c'est inanticipable, c'est fatigant, c'est irritant, bref, c'est chiant aussi. Ce que vous aimez, c'est le monde qui existe entre les deux. Un rythme un peu en avance, un peu en retard, syncopé, quand c'est bien fait, c'est plaisant, c'est entraînant. De plus, comme je l'ai déjà dit plus avant, selon ce que vous avez l'habitude d'écouter, selon votre culture musicale, vous allez avoir tendance à repérer des syncopes subtiles qui échapperaient à d'autres, et vous allez aimer ça. Vous apprécierez aisément certains morceaux connexes pour cette raison-là. En revanche, une culture inconnue pour vous trop éloigner, un univers musical inédit, sera plus difficile d'accès, demandera un effort plus grand et aura un intérêt perçu initial faible, sauf à y être encouragé pour une raison quelconque, comme par un moment enivrant pour vous ou par quelqu'un que vous appréciez. De ce point de vue-là, une culture musicale n'est pas plus intéressante ou moins qu'une autre, objectivement. Ça dépend des subtilités que vous êtes capable d'y déceler, d'à quel point vous pouvez faire entrer ces œuvres dans un cadre cohérent pour vous, et des subtilités qu'elles autorisent à insuffler dedans. Dans tous les cas, le plaisir que peut provoquer la syncope ne vous est pas accessible tant qu'une imprégnation initiale suffisante pour que votre cerveau ait structuré un premier modèle d'anticipation n'existe. Le plaisir de la syncope s'opère quand l'attendu rencontre l'inattendu. C'est comme ça qu'on prend et qu'on conserve l'attention d'autrui, c'est là le secret. La danse, elle, se crée, mais parfois même s'impose, quand nous battons le rythme reconnu en cherchant à anticiper les décalages syncopés que la musique contient. À ce propos, il semble que seuls les stimuli auditifs provoquent cela, et on ne sait pas réellement pourquoi. Mais on sait qu'ils doivent se situer autour de 2 Hz, de 2 mouvements par seconde, ce qui est le rythme général de la marche. Quand le rythme du mouvement rencontre celui du son, la danse peut émerger. Si la syncope opérée est à la bonne distance du chaos et du métronome pour l'auditeur. Ok, ça dépend de sa timidité aussi. Pour résumer ma sauce de base, celle de l'attention, votre cerveau a pour fonction d'anticiper, de dire la rythmicité du monde, et il veut apprendre en construisant des plus fines, mais ni trop loin de ce qu'il connaît déjà, sinon c'est trop fatigant, ni de façon trop évidente, sinon c'est trop ennuyé. D'ailleurs, la motivation à l'apprentissage provient elle aussi de la syncope, découvrir les logiques nouvelles à notre portée. Eh bien, croyez-le ou non, ce détour-là a beaucoup à voir avec l'un des aspects fondamentaux de l'humour, la syncope des attentes. Quand on commence à vous raconter une histoire, si on vous surprend suffisamment, mais pas d'une façon que vous n'auriez jamais pu anticiper, avec une chute qui confère alors au reste une logique cohérente a posteriori, vous êtes intellectuellement satisfait. Une histoire qui surprend vos attentes sans trop les trahir est une bonne histoire de ce point de vue-là. La surprise accessible est la condition nécessaire de l'apprentissage. Ce moment où vous vous dites « j'aurais dû le voir venir, j'aurais pu le voir venir ». On est bien d'accord ici, pas besoin qu'il s'agisse d'une bonne surprise. Le bon et le beau n'ont aucunement partie liée à cette réflexion. Voilà, avec ça, on a le squelette de notre viande en sauce. Mais on n'a pas encore la viande elle-même, ce serait bien dommage. Il nous manque le second aspect fondamental de l'humour, son aspect social. Selon le thème du propos, selon la chute employée, vous allez interroger votre auditoire sur une proposition sociale et elle concerne 2 choses. La première vous concerne vous, la seconde concerne le thème abordé. Le rire des autres validera la proposition, d'autant plus qu'il sera franc et sincère. L'absence de rire sera elle synonyme d'une absence de validation. Si vous n'êtes pas assez intégré dans un groupe, que le choix du sujet de votre trait d'humour est tabou dans un groupe social donné, vous ne retirez que des rires de façade, ou pire, du malaise, du vrai malaise. De même,
Comme nous l'avons vu plus tôt, si vous n'êtes pas assez syncopé, assez subtil, vous n'exciterez pas l'appareil intellectuel de vos interlocuteurs et le rire sera moindre ou absent. Trop syncopé, malaise. Pas assez, ennuyeux. Plus votre position sociale, l'intérêt qu'ont les autres pour vous, est élevé, plus le rire sera facile. Plus votre mesure de la syncope juste dans un contexte donné sera pertinente, plus votre choix du sujet choisi pour votre trait d'humour sera cohérent avec les valeurs du groupe que vous tentez de faire rire, plus vous accéderez facilement à ce but. Et plus vous engrangerez de validation sociale en retour, plus votre valeur sera reconnue. L'humour est donc à la fois un bon moyen de dire votre intelligence, un reflet de votre mesure de celle des autres, et l'expression de la compréhension que vous avez de votre position au sein du groupe. Le rire est donc un moyen d'intégrer ou de rejeter quelqu'un ou une partie de ses valeurs. Vous le savez bien, l'humour peut malheureusement revêtir cet autre usage, le dénigrement d'autrui. À travers lui, on peut asseoir publiquement sa domination, sa supériorité ou celle de son groupe, et remporter l'adhésion des autres. Le rire valide le statut social de celui qui déclame le propos, même s'il en reste une validation tacite, encore une fois. Certaines personnes, vous parfois, vont proférer un propos blessant et l'enrober dans une couche d'humour pour demander une validation. Si vous en riez, et sauf à répondre sur le même degré juste après, vous validez. Si les autres rient de bon cœur, ils valident aussi. Dans ce genre de cas, et quand vous êtes la victime, pour répondre sans perdre la face et se poster sur un pied d'égalité avec les rieurs, voire même appuyer auprès d'eux sa confiance en soi et avec elle sa valeur, ce qui peut être intéressant, notamment quand vous intégrez un nouveau milieu, je vois principalement deux options. Une surenchère, après l'acceptation, associée à un contre équivalent, auquel cas on reste dans le domaine du tacite, et c'est souvent le meilleur choix, ou bien ramener le discours au premier niveau de lecture, en interrogeant directement sur les raisons concrètes du choix du sujet et de la nature de l'échange souhaité par le blagueur. En clair, montrer qu'on n'est pas dupe de l'usage de l'humour. Prenons un exemple. Imaginons le cas de Michel de la compta. Il vient voir Corinne et, comme c'est le printemps et qu'il fait bon, elle s'est fait plaisir et elle a mis une jolie petite jupe. Michel, avec la finesse qu'on imagine, lui fait alors remarquer en ces termes. « Eh bien Corinne, c'est le printemps qui te donne des idées ? Ou tu avais juste envie de déconcentrer tout l'étage avec cette jupe ?» Bon, dans ce cas-là, l'implicite, c'est que Michel est un bof peu intéressant. Vous avez donc certainement un certain ressenti, surtout si je rajoute qu'il a dit ça en public devant tous les collègues. Eh bien là, on peut imaginer que Corinne lui réponde « Absolument Michel, tu sais combien ma seule pensée au quotidien c'est d'aguicher tout le monde, c'est bien connu. Et je sais que tu t'en veux de ne pas pouvoir en faire autant. » Là, on accepte le propos initial, on l'ironise, et on renverse. Elle peut aussi ramener ça au sol. « Pourquoi cette question Michel ? Tu as un problème avec ça ? Tu veux nous en parler ? C'est dur la solitude pour toi en ce moment, non ? Tu sais, on est là pour toi si tu as besoin. » Là, les deux réponses me semblent bienvenues. Vous-même, pensez à la dernière fois qu'on vous a dit, sous couvert de l'humour bien sûr, quelque chose de désagréable. Et testez mentalement, ou dans une modalité théâtrale, pourquoi pas, en le jouant, ces deux façons de répondre. Par l'acceptation puis le renversement, ou par un questionnement au premier degré sur les raisons de cet humour. C'est un bon exercice pour acquérir de la répartie, et comme tout, ça se travaille par l'usage. Faites-le donc vraiment, maintenant. Mettez sur pause et allez-y, imaginez cette situation et testez ces deux réponses. C'est fait ? Ok, reprenons. Juste pour illustrer l'aspect social de l'affaire qui compte énormément ici, imaginez exactement la même chose que la situation que j'ai décrite juste un peu avant, mais en duo, et en remplaçant Michel par Lionel, un beau gosse sympathique et célibataire. On est d'accord que là, ça peut avoir une portée différente, n'est-ce pas ? Bon, tout ce que j'ai dit là souffre pratiquement de contre-exemples, bien sûr. Cela reste une tendance générale qui aide à réfléchir. La malveillance n'est jamais partout. Certains vont rire d'eux et des autres pour les intégrer et s'intégrer eux-mêmes malgré les défauts reconnus. Dans ce cas-là, ce n'est pas exclusif, au contraire. Ne déduisez pas systématiquement d'une boutade dont vous faites les frais la malveillance d'autrui. Mais sachez malgré tout mesurer les indices qui convergent et qui mènent à cette conclusion et réagissez le plus tôt possible. Plus vous attendrez, plus ce sera compliqué. Pour résumer, être drôle, c'est faire la démonstration de son intelligence sociale. Et c'est un proxy sur deux des valeurs humaines les plus reconnues et recherchées. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant et important. L'intelligence et le rang social. Et pour des êtres aussi sociaux que nous, c'est tout sauf anodin. Tu ne fais pas seulement rire, tu montres ce que tu peux te permettre du fait de ta position. Quels sont les thèmes et les valeurs communes du groupe auquel tu appartiens. Et tu excites les capacités d'anticipation d'autrui, ce qui leur procure du plaisir. Le cocktail qui en résulte, nous le savons, est très apprécié.
Être drôle, c'est donc savoir structurer et cimenter un groupe social. C'est l'une des manières de le faire en tout cas. N'oublie pas, rire, c'est valider. Quelqu'un, son propos, les deux, mais rire, c'est valider. Cette vidéo s'approche de son terme, donc, et c'est bien normal, si vous l'avez trouvée inintéressante, n'oubliez pas de vous désabonner, de ne pas mettre la cloche, de ne pas mettre de pouce en l'air et de rager allègrement en commentaire. Partagez-la aussi, mais seulement si vous connaissez des gens qui pourraient détester l'histoire de bien les faire chier. Comme toujours, rappelez-vous que pour moi, cette vidéo, c'est seulement un rouage de plus à employer, et c'est ça que j'espère à chaque fois que j'en produis une. Ciblez-en les limites, développez vos idées en commentaire, ça profitera à tous. En attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur Dualité et d'ici là, portez-vous bien. Eh ben, dans une vidéo sur l'humour et la clé de l'attention, j'espère que j'ai pas été dégueulasse. Ça serait dommage de parler d'intelligence sans en avoir un échantillon sur soi. D'ailleurs, je me demande qui avait assez de culture pour Daniela. Et qui a tiqué sur le choix du prénom Michel dans ma blague, et pour quelle raison ?